J'ai beau me creuser la cervelle, j'arrive pas à comprendre comment j'en suis arrivé là. Pourquoi les flics ont débarqué? Comment les Césars ont disparu? Il faut que je creuse ma mémoire cinématographique pour réussir à comprendre pourquoi mon braquage est parti en couille. Eh, la critique masquée, c'est l'heure de la bouffe. Tiens. Pour comprendre ce qui a foiré, je vais devoir vous spoiler plusieurs films de braquage. Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, Le Pigeon, Inside Man, The Killing, Haute Voltige, Thomas Crowe l'original, Opération Espadon, Mission Impossible 1, Braquage à l'italienne, Une après-midi de chien, The Score, Die Hard, Yippee-ki-yay, pauvre con. Insaisissable 1, The Art of the D'accord, Steel, alors où est votre flingue? Ça sert à rien les flingues. J'ai une arme bien plus puissante que ça. Ah oui? C'est quoi exactement? Un sifflet pour appeler les vrais policiers chaque fois qu'un crime est commis sous vos yeux? Thomas Crowe le remake, This room, you can take 100 million off the wall and waltz right out the front door. Oh, that's good. Do Dung Down, aka The Thief, je sais pas prononcer le coréen, et 10 sécages épisode 4. On m'a volé mes Césars. Un braquage a forcément un début. Et si moi c'est en tôle que ça a fini, il y en a pas mal où c'est dans une cellule que tout a commencé. Par exemple, dans Le Pigeon, c'est un voisin de cellule de Cosimo qui lui glisse à l'oreille le plan pour un braquage facile. Dans Ocean 11, Danny sort tout juste de prison. Il a bien eu le temps de cogiter un plan pour récupérer à la fois sa femme et braquer 150 millions de dollars à son nouveau mec. Une des motivations courantes pour un braquage, c'est également la vengeance. Comme dans Braquage à l'italienne, où en plus de venger la mort d'un de leurs collègues, ils vont essayer de récupérer l'or qu'Edward Norton leur a chouré. Petit connard. On aura un exemple similaire de vengeance dans The Art of the Steel. Et on n'arrête pas de penser à ce qu'on a fait pour en arriver là. Et à ce qu'on fera en sortant. Alors il y a des fois c'est juste l'occasion qui fait le larron, comme une course qui va réunir particulièrement beaucoup d'argent dans The Killing. Mais là encore, chaque braqueur a ses raisons. L'un a une femme très vénale, un autre a une femme très malade. Bon, dans tous les cas ils ont sacrément besoin de pognon. Dans d'autres films les raisons peuvent être très futiles, comme obtenir le tableau de ses rêves. Ou tout simplement parce qu'on s'emmerde, donc on décide d'organiser un braquage. Y'a rien de mieux pour se divertir, n'est-ce pas Monsieur Crown? Après on a ceux qui suivent aveuglement les ordres, comme les disciples de Monsieur Crown, ou ceux du Joker dans The Dark Knight, ou encore carrément toute la bande d'Insaisissable 1. Moi j'ai reçu un super plan dans ma boîte aux lettres, 2 Césars contre une Nintendo Switch. Juste après je suis tombé totalement par hasard sur un mec qui justement parlait de son système de sécurité pour protéger ses Césars au téléphone. J'ai tout écouté, et un plan simple est venu germer dans mon esprit. Mais le coup devait être sans problème. Et au final, je suis ici. Tout ça pour une putain de Nintendo Switch. J'aurais préféré me retrouver dans un de ces petits braquages où le contexte est rarement expliqué. C'est souvent les braquages au début des films pour vous introduire à l'ambiance, au personnage. Dans ces braquages, on n'a pas besoin de savoir comment ils ont eu l'idée de voler ce coffre-fort, ou celui-ci, ou cette œuvre d'art, ou ce tableau. C'est un peu comme la mission au début d'un James Bond. T'es projeté directement dedans et tu dois faire avec. Beaucoup de films utilisent ce procédé pour attiser notre curiosité. Par exemple dans The Score où De Niro perce un coffre alors qu'il y a une fête qui bat son plein dans la maison dans laquelle il cambriole. Il utilise tout le bruit généré par la teuf pour couvrir le bruit de sa perceuse. Pas bête. Dans ce braquage, il n'y a rien de particulièrement ingénieux. On est dans un braquage extrêmement réaliste où on découvre un braqueur doué, méticuleux, équipé du bon matériel, qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Mais on découvre également qu'il est capable de garder son sang-froid même dans les situations compliquées, comme quand un couple débarque pour faire des coquineries sur le canapé de la pièce. Bref, on a tout de suite le tableau, ce mec est un perceur de coffre, et c'est pas un rigolo. Dans The Thieves, là on découvre toute une petite équipe de braqueurs, avec les as du câble d'un côté, et ceux qui jouent la comédie de l'autre. C'est un braquage extrêmement bien ficelé. Bien ficelé, les câbles. Et pour les amateurs de câbles, il y a aussi Haute Voltige, où encore une fois le braquage d'introduction sert à nous familiariser avec le ton du film. On va avoir des braquages en toute discrétion grâce à une bonne dose d'acrobatie et d'agilité. Je l'aime beaucoup ce braquage. Le voleur se retrouve suspendu, la tête à l'envers, face à la fenêtre. Il commence à la dévisser, et avec un système de vérin un peu étrange, il la décolle de la paroi de l'immeuble pour laisser un espace dans lequel il va pouvoir s'introduire. Une fois le bras passé à l'intérieur, il désactive l'alarme grâce à un espèce d'objet bizarre, mais qui marche, ouais, clairement ça marche, ouais. Ouais, il trouve le code de l'alarme à distance, ouais. Ça va me permettre de faire un petit aparté sur les gadgets. Car souvent les braqueurs utilisent différents gadgets plus ou moins crédibles pour commettre leurs méfaits. Alors moi j'adore quand ils trouvent des gadgets improbables mais crédibles, genre pseudo-futuristes.
comme le tournevis magique qui défait les vis à distance en les aimantant dans Mission Impossible, ou cette valise qui permet de cacher un tableau. Alors j'ai jamais compris comment ça marchait. Ah ouais, là le tableau il est cassé en deux, il peut pas rentrer dans la valise, c'est physiquement pas possible, je comprends pas. Et même après, tu te rends bien compte que là la valise elle est ouverte, le tableau il est dedans, je ne comprends pas pourquoi le cadre est là, pourquoi il n'y a pas un gros trait au milieu du tableau parce qu'il a été plié pendant 1 heure dans la valise. John McTiernan, va falloir que tu m'expliques, je ne comprends pas. Bon allez passons parce qu'au moins ça a l'air au moins cool, parce que ce qui est pas cool c'est les aveux de faiblesse de scénaristes. Donc dans cette catégorie on a le grand classique, je désactive une alarme grâce à un objet bizarre, et le plus ridicule c'est probablement le logiciel de reconnaissance faciale même quand on porte une cagoule, comme dans Fast 5. Eh ouais, ils ont rien trouvé de mieux quoi, tu portes une cagoule et on arrive à te reconnaître derrière. C'est beau, non? Alors s'il y a bien un film qui arrive à tourner en dérision le principe du gadget improbable, c'est Ocean 13, où on passe la moitié du film à nous parler d'un magnetron. Seriously. No, short of walking into that room with a bloody magnetron around your neck, you know what a magnetron is? Something that screws up the Greco. Et justement dans le film, personne ne comprend comment ça marche. On sait juste que ça va leur permettre de réussir leur braquage, mais personne sait vraiment ce que c'est un magnetron. That's the only explanation, some kind of magnetron. Server 3 starting to wobble. A magnetron? Who's got a magnetron? Mais ça c'est une des grandes forces de Ocean 12 et 13, c'est de réussir à revisiter les codes du film de braquage. Mais vous verrez, on va en reparler plus tard. Donc retour à Haute Voltige où elle a enfin repéré le tableau qu'elle va voler, elle découpe l'alarme derrière le tableau avec une pince étrange, et après l'avoir décroché, elle le remplace par une magnifique peinture d'Elvis Presley. Petite subtilité, elle se débarrasse du tableau volé en l'envoyant par le courrier. Pas mal. Autre cambriolage sympathique de début de film, celui de braquage à l'italienne. Donc là, l'objectif est un coffre-fort rempli d'or qui se trouve dans un appartement à Venise. Ah oui, alors dans les gadgets improbables, j'avais oublié de parler de ce logiciel qui te permet de visualiser l'intérieur d'un appartement en 3D avec la position du coffre exacte et tout. Ça paraît quand même très improbable. Mais j'aime bien ce braquage parce qu'il possède une petite idée en plus. Alors ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent. L'idée en plus. L'idée en plus, c'est ce qui fait qu'un braquage est pas banal. C'est souvent une petite idée qu'on cache au spectateur et qu'on finit par utiliser en tant que twist. Parce que sur le papier, leur braquage est plutôt simple. Ils font péter le sol et comme ça, ils vont faire tomber le coffre dans ce bateau. Et les méchants, ils vont se mettre à poursuivre ce bateau. Mais c'est là où il y a une petite idée en plus, parce qu'en fait, le coffre, il est pas dans ce bateau. Eh non, le coffre, il est resté au fond de l'eau. Donc pendant que les méchants perdent leur temps à nous offrir une splendide course-poursuite en bateau dans Venise, Donald Sutherland a tranquillement le temps d'ouvrir le coffre sous l'eau. C'est ça, une petite idée en plus. Bon, après faut reconnaître que c'est pas l'idée du siècle, parce que le bateau il finit par semer tout le monde. Donc j'ai envie de leur dire, pourquoi vous n'avez pas laissé tout simplement le coffre dans le bateau? Ça aurait été plus simple. Donc c'est pas hyper cohérent, mais ça permet de montrer que ces braqueurs sont imprévisibles. Autre exemple d'idée en plus, c'est celle du Joker, dans le braquage au début de The Dark Knight. Quelle idée géniale que de faire que chaque braqueur va tuer un autre braqueur pour finir par être le dernier. Je trouve que c'est surtout une superbe introduction au personnage du Joker. On a directement son côté chaotique machiavélique. Par contre, en termes de braquage, il ne faut pas trop y réfléchir en fait. L'idée de réunir une équipe de mecs qui ne se connaissent pas, ça vient de Thomas Crown en 1967. Le braquage dans The Dark Knight est plutôt crédible car on accepte facilement que chaque mec ait sa spécialité. Et donc celui qui désactive l'alarme en 2 secondes, on s'imagine qu'il sait faire ça. Celui qui ouvre le coffre en 2 secondes, on se dit bah c'est normal, il a dû être là pour ça. Et ainsi de suite pour chaque mec. Mais le seul truc vraiment qui fait tâche, c'est le coup du bus. C'est beaucoup trop tiré par les cheveux. Comment il savait que le bus arriverait exactement à ce moment-là, à cette place-là? En plus le bus il repart au milieu d'autres bus avec une place prédestinée. Enfin bon, c'est un poil beaucoup quand même. Alors c'est classe, mais c'est pas crédible. Dans les petites combines ingénieuses, j'aime bien le début de The Art of the Steal. Alors pareil, faut pas trop chercher sur le contexte, mais l'idée est rigolote. Ils se font passer pour des experts en authentification de tableaux et utilisent une drôle de machine pour authentifier les toiles. Le processus dure 15 minutes. Et donc pendant ce temps, ils prennent le vrai tableau et le remplacent par une copie qu'un faussaire aurait eu le temps de peaufiner. Non. Quoi? Plus de rouge. La mise en scène est super dynamique et le montage est vraiment bien rythmé. Mais bon, faut pas trop y réfléchir non plus car tu te dis qu'en fait c'est très compliqué pour rien. C'est un authentique Gauguin, messieurs. Ça n'a pas de prix. Surtout que le faux tableau il était déjà fait et que c'est justement les ajouts que le faussaire fait à ce faux tableau qui font que les mecs se font griller. Alors c'est pas totalement incohérent, c'est juste que là le faussaire il a un excès de perfectionnisme. Avec moi le travail est toujours parfait. Arrête tes conneries. Mais l'intérêt de ce braquage, c'est surtout de nous présenter l'équipe de voleurs. Car ça, c'est une des spécificités des films de braquage. C'est d'être des films de groupe. Et ouais, un braquage, ça se fait souvent en bande, rarement seul. Car quand t'es seul, t'as plus de chances de finir en tôle qu'autre chose. Normalement, une équipe de braquage est composée de plusieurs éléments qui ont chacun leur rôle et leur spécificité. C'est au final très proche d'un tournage de film. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à chaque braquage, il y a au moins un ou plusieurs membres de l'équipe qui finit par jouer un rôle. Ah mais c'est quasiment systématique, hein. Dans Italian Jobs, c'est Charlize Theron qui se fait passer pour une employée du câble. Dans Mission Impossible, ils se font passer pour des pompiers. Et ensuite, Emmanuel Burr se fait passer pour une employée du complexe gouvernemental qu'ils sont en train de braquer.
Dans Inception, qui est au final un gros braquage à l'intérieur de plusieurs rêves, le personnage de Tom Hardy a pour fonction de prendre l'apparence d'autres gens et de jouer leur rôle. Dans Ocean's 11, ils s'en donnent tous à cœur joie. Brad Pitt interprète un agent du FBI et un médecin. Matt Damon va interpréter un agent de commission des jeux et Casey Affleck et Scott Caan vont alterner entre un vendeur de ballons, serveur, un croupier, bref, ils n'arrêtent pas de se transformer. Au final, il y a tout un côté méta à avoir un casting 5 étoiles dans la série des Ocean, ce qui sera d'ailleurs totalement illustré dans Ocean 12, qui est clairement un film très méta qui déconstruit totalement les films de braquage classiques. Donc dans le film, on a une séquence où Tess, jouée par Julia Roberts, se fait tout simplement passer pour Julia Roberts. Elle croise Bruce Willis qui la reconnaît. Par contre lui, c'est vraiment Bruce Willis. C'est un truc totalement méta. Et si vous comprenez pas ce que ça veut dire méta, regardez Community et concentrez-vous sur le personnage de Abed. Lui, il est totalement méta. Pour revenir à notre équipe de braqueurs, il y a les films où chaque membre a sa particularité propre, genre Italian Jobs. On a le geek, le pilote, le pro des explosifs, le cerveau, et la spécialiste en coffre-fort. Et d'ailleurs, on retrouve deux de ces postes dans The Art of the Steal, le chauffeur et le cerveau. Mais ce coup-ci, ils sont complétés par un carnet d'adresses et un faussaire. J'aime bien la manière dont chaque personnage est introduit dans Italian Jobs. Mickey raconte une anecdote sur chaque personnage qui est illustrée par un flashback. Alors ça fait très galvaudé et presque cliché, mais je trouve que ça rend quand même toujours bien. Dans The Art of the Steal, la présentation se fait par une voix off, ainsi que par des lettres qui viennent écrire le job du personnage. Alors ça fonctionne, mais je trouve qu'on se perd rapidement dans la nomination des mecs. Moi le texte à l'écran, c'est pas forcément ce que je préfère. N'est-ce pas, Suicide Squad ? Bon après, il y a des équipes, c'est pas si évident de résumer les membres du groupe, ils n'ont pas forcément une spécialité précise. Par exemple, dans Fast 5, ils sont 9 et je ne comprends rien à qui est supposé faire quoi. Mais alors rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que lui, il est expert en coffre-fort et en électronique, que lui, apparemment, c'est juste un gros boulet, que elle est genre badass sexy, et que tout le monde conduit vachement bien. Mais j'arriverai pas à être plus précis sur chacun. Bon, c'est surtout parce que la team s'est formée au fur et à mesure des films précédents, donc on n'a pas la présentation de chacun et l'identification qui vient avec. Car c'est au moment de former l'équipe qu'on peut facilement découvrir chacun. Évidemment, la meilleure séquence de recrutement, une fois n'est pas coutume, c'est dans Ocean's 11. Tout commence par une conversation entre Brad Pitt et George Clooney sur les différents membres nécessaires pour mettre en place ce braquage. You'd need at least a dozen guys doing a combination of kinds. What do you think? Off the top of my head, I'd say you're looking at a Boski, a Jim Brown, a Miss Daisy, 2 Jethros, and Leon Spinks. Not to mention the biggest Ella Fitzgerald ever. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce jargon de braqueur là, Boski, Jim Brown? Eh ben écoutez, je vais vous en donner 2-3. Donc par exemple une Miss Daisy, c'est quand on prévoit de se faire la malle sans être poursuivi. Donc dans le cas de Ocean's 11, c'est toute la combine qu'ils font avec le camion du SWAT. Un Leo Skins par exemple, c'est un événement qui va surprendre tout le monde. Alors dans le cas du film, c'est la coupure d'électricité pendant le match de boxe. Et d'ailleurs, ça vient d'un boxeur qui a battu Mohamed Ali alors que personne s'y attendait. Alors j'ai toujours cru que chaque nom correspondait à un poste, alors qu'en fait non, ça correspond à une combine de braquage connue. Donc après avoir établi toutes les combines dont ils avaient besoin, là ils passent vraiment à la séquence recrutement du personnel, qui ils ont besoin pour faire ce braquage. Et le premier truc, c'est de l'argent, donc ils vont d'abord recruter un sponsor, puis ils vont recruter un infiltré, 2 chauffeurs, et un pro de l'électronique. Dans Ocean's 11, la narration est extrêmement linéaire, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait on pourrait croire que c'était des flashbacks, alors qu'en fait non, c'est ce qui se passe en simultané du moment où ils se font recruter. Et donc d'ailleurs pour le prochain, on va voir carrément le moment où il se fait recruter, en direct. Donc notre Gugus, c'est l'expert en explosifs, alors il se fait choper par la police pendant un braquage d'ailleurs. Et c'est Brad Pitt qui vient le libérer déguisé en agent de la ATF, et non pas FBI comme j'ai dit tout à l'heure. Franchement, quand on voit cette scène, on se dit que c'est tellement simple d'échapper à la prison en fait. On aura d'ailleurs une pirouette similaire dans Mesrine, où Mesrine se fait passer pour un flic alors qu'il est pris en flagrant délit de cambriolage. Pas mal. Inspecteur Daniel Binard, Romuald de Jardin, police judiciaire. Le coup de se faire passer pour des flics, c'est pas hyper original, hein. Il y a ça aussi dans The Town par exemple pour le braquage de fin. Mais il y a une variante proche que j'aime bien, c'est celle dans The Thieves, où les braqueurs se font passer pour les patrons de la bijouterie qu'ils sont en train de braquer auprès des flics. Bref, retour sur Ocean's 11, et la prochaine recrue c'est un acrobate. Which one's the amazing Yan? The little Chinese guy. Who else is on the list? Le prochain sur la liste, c'est Saul qui interprétera un riche russe. Et pour finir, ils ont besoin d'un ultime homme, Matt Damon, pickpocket et fils d'un grand voleur de légende. Et voilà, l'équipe est réunie. Alors s'il y a bien une équipe de braqueurs qui ne comporte aucun talent spécifique, c'est celle du pigeon. Alors certes, on a un photographe, on a un dragueur,
mais ça reste surtout une belle bande de losers avant d'être une bande de braqueurs. Dans The Killing, chaque membre est là pour une tâche bien précise, mais pas vis-à-vis d'une compétence particulière. On a plusieurs mecs qui ont tous un rôle important car ils sont tous les rouages d'un engrenage machiavélique pour dérober du fric. Certains sont de vrais malfrats, d'autres sont des employés du champ de course où se passe le braquage. Ce mec là par exemple, il est caissier au champ de course, et il ne sert qu'à ouvrir cette porte à cet instant-là. Alors il y a ce barman par exemple qui sert de prétexte à commencer une bagarre et à planquer un fusil dans son casier, c'est tout. Une fois qu'on a une équipe, on peut commencer les choses sérieuses. Maintenant, il faut mettre en place le plan. Et ça, c'est la partie que je préfère dans les films de braquage. C'est celle où le cerveau va expliquer aux autres comment ça va se passer. Bon, il l'explique surtout à nous, mais par le biais des autres. C'est sûrement la plus mauvaise idée de l'histoire de l'humanité. Souvent d'ailleurs, on ne nous dit pas tout. On nous cache une grande information qui va être utilisée plus tard pour créer la surprise. La fameuse idée en plus. Donc là, si on ne le savait pas déjà, on découvre au moins ce qu'on va voler. Et on ne sait pas encore comment on va le voler, mais on commence à découvrir progressivement toutes les difficultés qui vont se trouver sur le chemin des braqueurs. Pour faire une métaphore sur les puzzles, avec la présentation de l'affaire, on a eu une image d'ensemble du puzzle. Et maintenant, on se rend compte des pièces qui manquent et qu'il va falloir trouver. Alors ce qui est drôle, c'est que souvent cette séquence se déroule justement autour d'un plan, enfin d'une carte. Vous voyez, ils préparent un plan et ils sont en train de regarder un plan. Ça fait beaucoup de plans. Ça donne souvent lieu à des séquences qui peuvent être très similaires. Donc par exemple, on a Mission Impossible et The Score. Alors dans les deux cas, c'est une discussion autour d'une table avec un personnage qui expose à tous les autres personnages ce qu'il sait sur le braquage. Dans The Score, Edward Norton il sait tout ça parce qu'il est agent d'entretien dans l'endroit qu'ils vont braquer. Et ça va me permettre de faire une toute petite parenthèse parce que quand tu fais un braquage, tu vas être obligé de te déguiser en agent d'entretien. Les exemples sont multiples. Haute Voltige, Fast 5, Ocean 11, Insaisissable 2. À chaque fois, il y a un mec qui se déguise en agent de maintenance. C'est pratique, c'est le genre de mec invisible qui a accès à tout. Donc bref, dans The Score, l'objectif c'est de voler un sceptre qui a appartenu à un roi de France et il est kéblo dans les douanes de Montréal. Et donc Edward Norton il fait le ménage à la douane de Montréal et quand il est là-bas il se fait passer pour Brian, un jeune homme déficient mental. Donc quand il explique les différentes étapes de sécurité pour réussir à voler le sceptre qui est entreposé au sous-sol, c'est illustré à travers son point de vue. On comprend comment il a eu toutes ces informations et le récit avec la voix off est superposé avec les images de Brian aux douanes. C'est plus que logique. Et la séquence est magnifiée par l'interprétation d'Edward Norton qui est juste excellente. Alors toute cette discussion se termine finalement par De Niro, oui parce qu'en fait il parlait à De Niro depuis le début, qui lui dit qu'il va falloir trouver un moyen de passer par les sous-sols. Et donc dans Mission Impossible, Tom Cruise nous fait plus ou moins le même laïus sur les différentes étapes pour réussir à accéder à un ordinateur super bien gardé. Mais tout nous est montré à travers le point de vue de cet employé. Pourquoi ? Comment ? Je comprends pas ce qui justifie ce point de vue d'un coup. Je ne comprends pas comment la voix off de Tom Cruise qui est assis dans un train peut illustrer les actions qu'il n'a jamais vues d'un personnage qu'il n'a jamais vu. Je ne comprends pas. Alors certes, dans la première partie de cette vidéo, j'ai plus ou moins utilisé la même technique. Mais maintenant vous avez compris que j'avais entendu toutes ces informations de la bouche du patron. Ce qui justifie le fait de pouvoir les illustrer. Bon, passons car à part ça, la séquence de Mission Impossible est juste énorme. Ils en rajoutent tellement dans le côté totalement impossible. Alors il y a un scan vocal. Un scan rétinien, 2 passes en simultané, et ça c'est juste pour arriver au coffre. Et d'ailleurs, après nous avoir expliqué tout ça, il coupe rapidement en disant que de toute façon, on l'aura pas le pass, et donc faudra passer par un autre chemin. Alors pourquoi tu nous as expliqué tout ça ? Pour nous impressionner, tout simplement. Donc finalement, ils vont trouver un autre moyen d'arriver au coffre, mais alors, une fois dans le coffre, attention parce que la salle possède un détecteur de mouvement au sol, un détecteur de bruit, un détecteur de chaleur, et le seul accès autre que la porte, c'est un conduit d'aération protégé par des lasers. Paye ton truc imprenable. C'est super fort, je trouve, de réussir à charger la mule sur un truc impossible à faire à ce point-là. Mais bon, ça s'appellerait pas Mission Impossible, sinon. Alors dans le même style de séquence, on a Ocean 11, où Danny explique son plan grâce à un PowerPoint. Alors il commence par les mauvaises nouvelles. Le coffre est à peu près aussi inviolable que dans Mission Impossible, sauf que ce coup-ci, il est illustré par des plans en 3D des différentes étapes. Encore une fois, je trouve qu'en termes de point de vue, c'est plus cohérent. On finit juste avec la bonne nouvelle, ils vont voler 150 millions de dollars. Une victoire à l'euro-million, quoi. Okay. La meilleure séquence d'explication est clairement celle du pigeon pour moi. Alors là, accrochez-vous parce que ça va être technique. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'utilisation du montage et la compréhension de la temporalité multiple qu'offre le cinéma. Donc on commence avec une séquence de discussion, bon alors ce coup-ci non pas autour d'un plan, mais c'est tout comme, et Pépé, qu'on va considérer comme le cerveau de l'équipe, commence à expliquer son plan. Il commence à décrire un magasin. La discussion continue en voix off, et le magasin apparaît à l'image. Dans la discussion qui continue, il mentionne une fenêtre au-dessus du magasin. Et là, les personnages en parlent comme s'ils la voyaient.
On a l'impression qu'ils sont presque à la place de la caméra. Et c'est d'ailleurs leur regard qui motive le déplacement de la caméra, alors que la discussion est supposée être dans la pièce qu'on a vue au début. La caméra continue son déplacement jusqu'à zoomer sur l'élément important, la trappe à charbon, qui va leur permettre de rentrer dans l'immeuble. On est toujours sur la même discussion en voix off depuis le début, et là ils décident carrément d'envoyer un personnage observer cette trappe de plus près. Et donc, on a un des personnages qui participe à cette conversation, qui finit par débarquer dans le plan pour observer le cadenas. Et quand il quitte le cadre, il reprend la discussion avec tout le monde. Donc ensuite on rentre à l'intérieur de l'immeuble avec un changement de plan, et donc, de point de vue, la voix off continue d'expliquer les différentes étapes pour arriver jusqu'à la fenêtre désirée, et on a toujours l'impression que la caméra montre un point de vue d'un de nos braqueurs. Une fois sur le toit, on change encore de plan, et on continue avec le même procédé jusqu'à la découverte de la fenêtre qui contient le coffre, et cela finit par un zoom. Et là, on a un contre-champ, et on découvre toute la bande sur le toit de l'immeuble d'en face. Je trouve ce procédé tellement intelligent, c'est élégant, c'est fluide, c'est logique. C'est une manière magistrale d'utiliser une vraie temporalité de cinéma. Ça joue totalement avec le fait qu'au cinéma, une discussion peut commencer quelque part et se terminer ailleurs et en ellipse ce qui aurait pu se passer entre ces deux moments. Ça arrive très souvent et on le remarque pas forcément. Là, ça l'utilise en totale connaissance de cause. On débute une conversation dans une pièce, on la termine sur un toit, et entre-temps, on a l'impression d'avoir parcouru l'immeuble pour l'observer. Et on a même un personnage qui est rentré dans le champ pour l'observer de plus près. Il y a une symbiose totale entre la temporalité du film et la temporalité du montage. C'est magistral. Une autre séquence qui nous permet de comprendre les obstacles auxquels les braqueurs vont faire face, c'est dans Haute Voltige, où nos braqueurs s'entraînent. Donc il y a évidemment toute la partie où elle évite les lasers, enfin là c'est juste des pelotes de laine tirées, donc on imagine qu'il va y avoir une salle remplie de lasers, mais on nous l'a toujours pas dit en fait, on nous le fait comprendre par l'entraînement. Cette séquence est un bon exemple du principe de dramaturgie, préparation, paiement. On les voit s'entraîner à faire des actions qu'on ne comprend pas forcément, mais chaque étape devient claire et limpide au moment du braquage. C'est un procédé qui fonctionne finalement très bien. Pour moi, le film de braquage parfait, c'est quand tout le film est construit autour d'un plan bien établi et suivi à la lettre par les braqueurs. Ça n'empêche pas les imprévus, mais pour moi un imprévu c'est pas supposé remettre en question tout le plan d'un braquage. Pour moi il existe deux types d'imprévus. Ceux qui sont là pour ajouter de la tension, que j'approuve, et ceux qui sont là pour noyer le poisson, que je désapprouve. Je vais m'expliquer. Layla, why are you crying? Who's drowning? Deux films font ça très bien, noyer le poisson. Fast Five et Braquage à l'italienne. Dans Fast Five, ils veulent voler l'argent d'un baron de la drogue qui, suite au fait qu'ils ont déjà voulu lui voler l'argent, a foutu tout son fric dans un seul et même coffre qui se trouve au commissariat de police. Donc à partir de là, ils se débrouillent pour mettre en place un plan pour réussir à voler ce qu'il y a dans le coffre. Donc là on a le droit à tous les coups classiques, hein. Infiltration sous une fausse identité, le mec se fait passer par un agent du FBI pour pouvoir déposer ce carton. Utilisation des gadgets improbables, dans le carton il y avait 7 voitures téléguidées, avec une caméra pour pouvoir observer le coffre. Suite à ça, ils découvrent qu'ils ont besoin d'une empreinte digitale du baron de la drogue pour pouvoir ouvrir son coffre. Et donc là, ils nous sortent une scène où la nana se laisse tripoter les fesses pour obtenir une empreinte digitale. Et oui, ils obtiennent une empreinte digitale après qu'un mec ait effleuré une culotte. C'est grandiose. Donc après, ils décident d'aller pirater le système de caméra de surveillance. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font reflouer les toilettes. Et donc ils débarquent en homme de ménage. Et après, ils peuvent tranquillement tripoter les fils. Alors ensuite, ils volent pépouze 4 voitures de flics. Mais alors quand je dis pépouze, c'est vraiment pépouze, hein. Genre j'escalade une grille et hop, 4 voitures de flics dans la poche. Avec ces 4 voitures de flics, ils s'entraînent à faire des tours dans un parking avec leur voiture, dans un temps record pour ne pas être vus par des caméras de surveillance. Alors je comprends pas comment le parking dans lequel ils s'entraînent se retrouve à être pile poil de la bonne taille pour simuler le parking du commissariat. Bref, c'est pas très grave car au moment où on commence à se poser trop de questions, et bah boum, gros imprévu. The Rock et ses flics débarquent dans l'entrepôt, tous les membres du gang se font capturer, puis embuscade contre The Rock, ses flics et les membres du gang, bref, finalement, les flics et The Rock acceptent de participer au braquage. Et donc finalement, le braquage devient juste les mecs qui débarquent avec un gros camion de flics qui défonce le mur dans la salle du coffre. Et à la fin, vous la connaissez sûrement, on attache le coffre à 2 voitures et on trimballe le coffre dans toute la ville. Ça valait le coup de voler des voitures de flics pour faire ça d'ailleurs. Et ça finit avec le coffre laissé sur l'autoroute vide, car en fait, la petite idée en plus, c'était d'échanger le coffre pendant le trajet. Donc pendant les 3/4 du film, on nous prépare un braquage super bien ficelé avec genre des voitures de flics où on s'entraîne pour pouvoir éviter les caméras de surveillance, et en fait, non, que dalle, boum pam pam vroom vroom. Voilà ce que j'appelle noyer le poisson. Car ce qui est drôle, c'est que depuis le début, Vin Diesel il n'arrête pas de dire
Mais c'était quoi ton plan, bordel? On le saura jamais. Énorme similarité dans Italian Jobs, où il prévoit de venir braquer le coffre dans la maison du mec avec des Austin Mili. Et donc il s'entraîne également à conduire comme s'il conduisait dans la maison du mec. Mais imprévu. Le soir où ils devaient cambrioler la maison, il y a une teuf en face, et donc ils annulent. Et donc à partir de là, ils improvisent en 2 secondes un plan pour intercepter le camion qui transporte le coffre dans lequel se trouve l'or, plan basé sur le fait qu'ils vont contrôler les feux rouges grâce à leur geek de service, et réussir à faire venir le camion exactement au bon endroit, et faire exploser le sol grâce à leur férue des explosifs. Tout ça pour faire disparaître le camion sous terre, laissant assez de temps à Charlize Theron d'ouvrir le coffre. Wow! Dans les 2 cas, on passe une demi-heure à préparer un braquage qui au final n'aura pas lieu. Ça fait comme si c'était super complexe, alors qu'en fait ça l'est pas du tout. On aura d'ailleurs encore une fois une déconstruction du genre dans Ocean 12, que je trouve décidément très intéressant dans sa volonté de prendre le contre-coup de ce qu'avait installé le 11. Dans le 12, ils font l'inverse, ils finissent un braquage de manière totalement naze pour du beurre. Car en fait le braquage est déjà fait de manière totalement anecdotique depuis plusieurs jours. C'est comme si les braqueurs se devaient quand même de tenter le coup pour nous divertir spectateurs, conscients que la vraie solution n'est pas assez intéressante. Car un bon braquage, c'est une construction empirique. Chaque étape est là pour nous faire progresser de plus en plus proche du butin. Et pas tout remettre à zéro à la moitié du film. Et c'est seulement dans ce cas-là que les imprévus sont intéressants, parce que les imprévus dans ce cas-là, ils servent à rajouter de la tension et du suspense. Et l'exemple parfait, c'est encore une fois Ocean 11, où le plan se déroule comme prévu. Ils ont réussi une belle phase d'observation qui leur permet d'infiltrer le système vidéo du casino. On a un petit braquage à l'intérieur d'un grand braquage. Avec déjà un imprévu, le mec a tellement sué que son plan s'est effacé sur sa main. La tension, il va se faire choper, il a l'air perdu, un mec se met à le suivre et à l'interpeller, il va le gauler, et non, il lui rend un truc qu'il avait oublié dans la pièce. Vous comprenez le principe de l'imprévu? Ça complique une situation, ça ne fait pas que la situation disparaît. Dans Ocean 11, le gros imprévu, c'est la coupure de courant électrique. Ils apprennent à mi-chemin qu'ils ne peuvent plus faire comme prévu. Et donc à partir de là, ils doivent improviser. Alors ils vont voler une bombe électromagnétique, alors c'est un braquage vraiment à l'arrache qu'on ne verra que de l'extérieur, comme certains de ma vidéo précédente. Et à cause duquel Yen se coince la main dans la porte. Et à cause de son plâtre, Yen se coince la main dans la porte du coffre, qui est supposé exploser dans 2 secondes. Alors là, ça crée tout de suite de la tension, du suspense. Il va se faire exploser avec la porte. Et ce qui est génial, c'est qu'il désamorce la tension provoquée par un imprévu grâce à un autre imprévu. Plus de piles dans la télécommande. Je trouve ça formidable. Dans Mission Impossible, l'imprévu est un rat qui fait que Jean Reno lâche la corde et Tom Cruise se retrouve à 1 cm du sol. La tension est à son comble, surtout grâce à cette goutte de sueur. Je trouve ça tellement fort de réussir à nous faire stresser par une goutte de sueur parce qu'on sait que si elle touche le sol, ça va provoquer l'alarme. Cette scène est une leçon de gestion de la tension. Les éléments mis en place sont parfaitement utilisés. On a la puce GPS qui permet de savoir où est l'employé. Donc à chaque fois qu'il s'approche de la pièce, la tension monte petit à petit, jusqu'au moment où il est carrément dans la pièce et là la tension est à son comble. Vous ajoutez à ça le détecteur de chaleur, le détecteur de décibels, et le couteau qui tombe à la fin. C'est une vraie leçon de tension palmanienne. Il n'est pas obligé d'avoir des imprévus pour provoquer de la tension. Dans Haute Voltige, par exemple, le plan s'exécute comme prévu. Ils utilisent le bruit des cloches pour couvrir des explosions, puis évitent les lasers grâce à une chorégraphie très bien répétée, et finalement réussissent à subtiliser le masque. Mais la tension est amenée par le montage du garde en parallèle. On n'est jamais sûr de où il est exactement et s'il va pas débarquer un peu tôt dans la pièce. C'est un très joli braquage à l'ancienne. Dans mon cas, il y avait 2 imprévus. Les flics ont débarqué et les Césars avaient disparu. Je me suis donc fait accuser d'un vol que je n'avais pas commis. On m'a bien baisé sur ce coup-là. Alors pour le moment, tous les braquages dont je vous ai parlé sont vus à travers le point de vue des braqueurs. C'est pratique, on progresse avec eux, mais souvent il y a un moment où on finit par changer de point de vue et adopter celui de la personne qui se fait voler. C'est d'ailleurs tout le twist de Ocean 11, où d'un coup on adopte le point de vue de Terry Benedict qui est en train de se faire voler quand Brad Pitt lui annonce au téléphone. Who the hell is this? The man who's robbing you. On vit toute la fin du braquage avec lui jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il s'est vraiment fait duper. Et nous aussi d'ailleurs. Cue up the tape to the robbery. Does it say Bellagio on the vault floor? It was staged. Somebody made a duplicate of my vault. And what we saw on the monitor wasn't actually happening.
Et donc à ce moment-là, on repart en arrière et on revit tout le braquage par le point de vue des braqueurs. Alors j'adore cet effet-là. 911 emergency response. Et oui, parce qu'on a suivi toutes les étapes du plan, mais pour nous, le faux coffre, il était seulement là pour qu'il s'entraîne, et absolument pas pour faire une fausse vidéo. On nous a dupés également. Ce procédé permet d'avoir ce fameux moment où on pense que les braqueurs ont foiré leur coup. Et quand on découvre que finalement ils ont réussi, eh ben on peut pas s'empêcher d'être genre « Waouh, putain mais merde, mais comment ils ont fait ?» Il y a un film qui repose uniquement sur ce procédé-là, et c'est Insaisissable 1. Alors je trouve qu'Insaisissable 1 fonctionne par rapport à Insaisissable 2 uniquement parce que dans le 1, on adopte le point de vue du policier qui traque les magiciens braqueurs. Donc les braquages sont présentés comme des tours de magie, on les découvre une première fois comme un spectateur qui assisterait au spectacle. Et à la fin on se dit mais what the fuck quoi? Comment les mecs ont fait? En présentant le braquage comme un tour de magie dans un spectacle, il nous montre un braquage totalement impossible. Un mec du public se retrouve téléporté de Vegas au coffre de sa banque à Paris. Et en appuyant sur un bouton de son casque, il fait aspirer tout l'argent du coffre et le dissémine dans la salle de spectacle à Las Vegas. Et en parallèle, on a un montage d'une employée de la banque à Paris qui arrive dans le coffre et qui découvre que, en effet, le coffre est vide. Et qu'en plus, il y a le ticket du spectacle signé par José Garcia dans le coffre. Ouais, parce que le spectateur c'était José Garcia, petit détail. Donc putain de merde, mais comment ils ont fait ça? Pas de panique, quelques séquences plus tard, Morgan Freeman arrive pour nous expliquer tranquillement tout ça. Alors personnellement, je trouve que chaque étape est plutôt crédible et franchement, j'adore ce braquage. Tout commence par un peu de manipulation mentale par le maître de l'hypnose. Ensuite, on fait un double du coffre, comme dans Ocean's 11. Puis, un petit braquage de fourgon effectué en amont et on remplace l'argent par des billets spéciaux pour les tours de magie qui s'enflamment sans laisser de traces. Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi ça me dérange pas, parce que là c'est vraiment du divertissement pur. Ça me parle, c'est over the top, mais c'est assumé. C'est pas comme dans Fast 5 qui trouve pas de bonne idée pour terminer son braquage et donc qui envoie tout péter à un quart d'heure de la fin. Autre braquage, on est plus ou moins du point de vue des flics, c'est Inside Man. Là on est vraiment sur un braquage réaliste, crédible et franchement hyper bien pensé. Le braquage repose sur deux idées en plus. La première, c'est se mêler aux otages. Petit à petit, les braqueurs se fondent avec les otages, qu'ils ont au préalable habillés tous pareils. Ce qui fait qu'à la fin, quand tout le monde est libéré, impossible de savoir qui est un braqueur et qui n'en est pas un. Et la deuxième idée en plus, c'est le fait de laisser le butin et le leader à l'intérieur de la banque. Et oui, les braqueurs ont construit une pièce en plus derrière des étagères pendant le braquage. D'ailleurs, en analysant le film, on se rend compte que tout le braquage repose simplement sur le fait de gagner du temps pour terminer de construire ce mur. Simple, sans violence, ou presque. Et terriblement intelligent. Et encore une fois, quand on a la révélation, on se dit mais putain, les mecs sont trop forts. Autre braquage observé du point de vue des policiers, celui du remake de l'affaire Thomas Crown, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et si vous aimez les braquages avec un twist, je vous recommande The Art of the Steal, qui propose quelque chose de vraiment similaire. Alors c'est plus de l'ordre de l'arnaque que du braquage, mais ça fonctionne vraiment pas mal. Et je vous recommande la VF qui m'a bien fait marrer. Vous seriez incapable de reconnaître un vagin, même s'il mesurait 1 mètre et qu'il vous regardait dans les yeux. Et dans le côté des constructions de tout ça, on a encore une fois Ocean's 12, où le twist se révèle être que justement, ils n'ont pas réussi à voler le truc car ils se sont fait doubler. Congratulations. You are the second person to crack the Van der Voorde safe tonight. Alors en termes de caméra, c'est tellement diversifié, c'est tellement varié et tellement d'étapes dans un braquage qu'il n'est pas évident de définir une vraie manière de filmer un braquage. Mais par contre, je peux lister ce que j'ai aimé. J'aime bien dans Ocean's 12 le traitement de l'image qui a un côté presque amateur filmé par les braqueurs eux-mêmes. Dans The Art of the Steal, j'aime bien la séquence entre l'animation et la prise de vue réelle pour raconter l'arnaque autour du vol de la Joconde. Bien, un pauvre menuisier nommé Perugia. J'aime bien ce plan dans The Score qui nous permet de comprendre la mécanique derrière une ouverture de coffre. D'ailleurs, en parlant d'ouverture de coffre, je vais vous parler d'un bon et d'un mauvais exemple de comment filmer une séquence de perçage de coffre. Le mauvais exemple, c'est Italian Jobs, qui est visuellement super pauvre. On a un seul plan de la perceuse qui perce le coffre. C'est tout. Alors on l'alterne avec des contre-champs sur Charlize Theron qui est en train de percer le coffre, mais au moment où elle brise la vitre, qui est le moment où elle foire son perçage, et bah c'est pas illustré, on comprend strictement rien à ce qui se passe. Mais heureusement, grâce à The Thieves, je comprends comment fonctionne un coffre-fort. Et oui, parce qu'on a des plans à l'intérieur du coffre qui nous permettent d'en comprendre les mécanismes. On comprend le principe de cette fameuse plaque de verre qui, si on la brise, verrouille le coffre. C'est pour ça que notre braqueuse accroche une tige de fer à ce petit crochet, ce qui permet, une fois la plaque de verre brisée, de retenir le loquet. Et même après, quand elle cherche la combinaison, on a un plan de l'intérieur qui nous permet de comprendre comment elle trouve chaque chiffre. Là où dans Italian Jobs, pour la même action, on a juste un plan d'elle qui tourne la combinaison.
Alors vous allez dire, oui, bah dans The Thieves, elle utilise une caméra, donc c'est normal de voir l'intérieur. Dans Italian Jobs, elle a pas de caméra, donc c'est normal de pas voir l'intérieur. Ouais mais non, parce que Charlize Theron, elle a une compréhension de comment la serrure fonctionne, et donc ça aurait été sympa de nous l'illustrer, de nous montrer ce qui se passe dans la tête de Charlize Theron à ce moment-là, de qu'est-ce qu'elle visualise de la serrure du coffre. Eh ben non. Au cinéma, c'est pas parce qu'un personnage ne voit pas quelque chose que nous on doit pas le voir. Si ça aide à notre compréhension, il y a des fois où c'est justifié de le montrer. On peut également trouver plein de choses intéressantes en termes de montage. Dans les bonnes idées de montage global sur l'ensemble du film, on a le montage alterné dans The Killing. On voit le point de vue d'un personnage, puis d'un autre, un peu à la manière d'un Rashomon, mais en moins ostentatoire. Le tout est même narré par un narrateur omniscient. At 2:15 that afternoon, Johnny Clay was still in the city. He knew exactly how long it would take him to drive to the track, park his car and walk to the grandstand. He planned to arrive just before the start of the 7th race. Personnellement, je trouve pas que dans The Killing ça apporte énormément ce montage alterné. Et principalement parce qu'on n'a jamais le point de vue d'un personnage qui vient remettre en question ce qu'on a vu dans le point de vue d'un autre personnage précédemment. Mais c'est pas la volonté du film de jouer sur le côté révélation, c'est plutôt de jouer sur le côté construction d'un pulse pièce par pièce. Cette explosion de la linéarité revient aussi dans Inside Man où on a des interrogatoires qui viennent s'intercaler pendant le braquage. Un des grands classiques, c'est bien évidemment la voix off par-dessus les images, comme dans Ocean Eleven. Principe qui sera d'ailleurs plutôt bien tourné en dérision dans Ant-Man, qui est un des rares exemples de braquage futuriste. J'aurais dû en parler un peu plus, mais désolé, j'en parlerai pas plus. Ce que j'aime beaucoup dans cette séquence de Ant-Man, en plus des transitions super fluides, c'est le côté hyper flou des événements entre ce qui nous est raconté et la réalité des choses. Et le paroxysme de ce concept-là sera dans The Art of the Steal, où on nous narre et on nous illustre toute une série d'événements qui au final ne seront jamais arrivés. Un des éléments très importants d'un montage dans un film de braquage, ce sont les transitions. Parce que dans un film de braquage, on passe souvent d'un endroit à un autre ou d'une temporalité à une autre de manière instantanée. Et donc c'est rentré dans les codes du genre d'utiliser des effets de transition au montage. On a le panneau filé comme dans Ant-Man, la division de l'image comme dans Italian Job, le balayage sur le côté, le flip de l'image, ou par exemple le split screen. D'ailleurs je rectifie ce que j'ai dit dans ma première vidéo, dans l'affaire Thomas Crown, l'original, il y a un split screen au début du film qui est d'ailleurs pas mal du tout. Très bonne idée pour montrer la simultanéité des événements dans des lieux différents. Après on a tout simplement des transitions visuelles comme ici sur ces ballons. Et on retrouve souvent des transitions entre les caméras de surveillance et le poste de surveillance. Bon, j'avais promis que j'en parlais dans ma vidéo précédente, donc je vais vous parler du montage le plus bas des cacahuètes, c'est celui de la fin de l'affaire Thomas Crown. Totalement ridicule ce braquage. Bon, déjà il y a les faux split screen à la mort moelleux, mais en plus de ça, le braquage est totalement expédié par-dessus l'épaule. Et dans la logique du film, ce braquage n'a ni queue ni tête. Pour vous résumer la situation, au début du film, Thomas Crown organise un astucieux braquage en donnant des instructions très précises à différents mecs qui ne se connaissent pas. Le braquage est un succès et au final, il y a une détective d'une compagnie d'assurance qui finit par se dire que c'est sûrement Thomas Crown qui a ses bureaux en face de la banque qui est derrière cet astucieux braquage. Alors le film se concentre majoritairement sur la relation entre les deux et l'étau se resserre petit à petit sur Thomas Crown qui est carrément observé et écouté H24. Et à la fin du film, il a grosso modo le choix entre ne pas organiser son ultime braquage et vivre avec elle, ou aller au bout de son ultime braquage et se faire coffrer à coup sûr. Et bah le mec, il décide quand même d'organiser un deuxième braquage avec la même méthode que le premier. Mais comment tu fais mec? T'es surveillé H24. Comment tu fais pour planifier ça sans te faire griller? C'est absolument pas crédible, ça fait totalement forcé. Ouais parce qu'évidemment on ne le voit pas préparer ce braquage. Ce braquage arrive d'un coup d'un seul, comme ça. Bon, au moins on évite le happy end parce qu'au final il fait le braquage, mais il ne récupère pas l'argent et il se barre loin en avion tout seul comme un gros con. C'est dommage parce que le film est bien, mais la fin est précipitée. Le remake a un peu le même défaut, mais je trouve ça plus acceptable parce qu'au moins la séquence de fin est vraiment sympa. Donc là c'est l'inverse d'un braquage. Il doit réussir à rendre une toile dans un musée sans se faire choper. Son plan est de rentrer dans le musée habillé comme dans un tableau de Magritte et de se mêler à plein d'autres gens qui seront habillés pareil. Bon, même reproche que l'original, comment il a réussi à recruter autant de personnes et leur fournir des chapeaux melons et des longs manteaux sans se faire griller? Bah ça on le saura jamais. Mais l'idée de la diversion est sympa et la séquence marche aussi grâce à la musique Sinner Man de Nina Simone qui joue presque en entier. Chose rare car elle dure plus de 10 minutes. Et le twist final est vraiment satisfaisant. Mais on est d'accord, c'est totalement capillotracté. Ce qui n'est pas fondamentalement un problème. Je vais au cinéma pour voir des choses peu communes, donc faut savoir apprécier l'audace aussi par moment. Et en fait, je sais pourquoi j'accepte une séquence, mais pas l'autre. C'est parce que celle de l'original, elle n'a pas de point de vue.
On observe juste ce braquage de manière factuelle, ce qui lui donne un côté totalement désincarné. Une sensation qu'il est traité par-dessus l'épaule, qu'il est traité à la va-vite. Alors que celui du remake, au moins on est en what the fuck total avec les flics qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Et le fait de rien comprendre avec eux, ça fait qu'on se pose moins de questions au final, et ça passe beaucoup mieux. Pour finir, on va parler des raisons pour lesquelles un braquage peut totalement foirer. Ça m'aidera peut-être à comprendre la merde dans laquelle je me suis fourré. Alors le meilleur exemple de braquage foiré, c'est sûrement celui de The Killing, où tout se passe comme sur des roulettes, mais chaque personne a plus ou moins une petite faiblesse qui va les perdre. Du racisme et de la condescendance pour le tireur, il envoie chier de manière totalement dégueulasse un mec qui voulait lui passer un fer à cheval pour lui souhaiter bonne chance. Au final, le mec jettera le fer à cheval par terre d'énervement, et plus tard ce fer à cheval crèvera les pneus de la voiture du tireur qui se fera descendre par un flic. On en a un qui a une femme trop vénale, qui réussit à être au courant du plan et qui convainc son amant de venir braquer la recette et tout le monde finit mort. Et la dernière faiblesse qui perdra notre dernier braqueur, c'est tout bêtement une valise bon marché et un chien mal élevé. Bon, sinon une des raisons les plus courantes de l'échec d'un braquage, c'est de se faire doubler par un associé. Ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo précédente sur le fait de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il y a deux très bons exemples dans The Score et The Thieves, et là c'est vraiment le plus malin qui gagne. No honor among thieves. Sinon j'en ai pas beaucoup parlé, mais ne jamais prendre d'otages en fait. Bon, à part dans Inside Man, qui est un contre-exemple, les otages ça finit rarement bien. Dog Days Afternoon, donc en plus de passer un après-midi de chien, tu finis avec une balle dans la tronche. Opération Espadon, tu fais exploser tout un bloc. Certes, l'explosion est magnifique, mais c'est pas forcément l'éclate. L'éclate, explosion. Autre exemple de prise d'otage qui tourne mal, celle de Die Hard. Il avait pas l'air mal ton plan, Hans, mais je pense que t'avais pas prévu de tomber sur John McClane. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Pour conclure, un beau braquage, c'est un braquage qui nous surprend. Et pour ça, il faut toujours que le spectateur ait moins d'informations que le braqueur. Sinon, y a pas de twist possible. Mais putain. Attends, si j'ai pas toutes les informations, ça veut dire que c'est pas moi le braqueur. Ça veut dire que moi je suis le pigeon. Mais oui. Les Césars ont pas pu être volés. Donc la seule explication, c'est que les Césars n'étaient pas dans la pièce. Oh putain! On m'a volé mes Césars! Mais pourquoi? Pourquoi faire croire que j'ai volé les Césars? Pour la prime d'assurance. Il me fallait un pigeon obsédé par le cinéma. Tu es le parfait pigeon. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire une vidéo sur les évasions. Non! Attendez! Non! Putain, je me suis fait niquer!